sanctification divine, mais avant, c'est un processus politique qui nous s'y mène. Bon, là est évidemment venu un rapport politique au droit, puis à suivre les juges, suivre la carrière des juges. Il y a des pays où on le fait beaucoup plus, bien en Suisse, on vote pour les juges. Il y a des campagnes électorales, et il y aurait de quoi suivre les juges, voir les juges qui sont nommés à la Cour suprême, là, Bastarache et compagnie, puis Charbonneau, qu'on a vu récemment, puis toutes ces vedettes du droit. D'où viennent-ils? Comment ils ont plaidé? Ce serait intéressant d'aller voir leur plaidoirie, leur jugement, leurs clients, leur parcours, leur école, sous quel gouvernement ils ont été nommés, ainsi de suite. Non, c'est politique tout ça. Et ce qui est politique aussi, c'est la question des contraintes. Je pense qu'on en a soupé de toutes les déclinaisons dans la modernité occidentale autour de la liberté. Dans le sens où c'est pas en pensant à la liberté qu'on y arrive, c'est en pensant les contraintes. L'objet de la politique, ce sont les contraintes. La liberté, dès qu'on y pense, on la fantasme, et au fond, personne n'en veut vraiment, c'est encombrant de liberté d'un point de vue existentiel. Beaucoup de gens souhaitent plutôt la conformité et la soumission, soyons honnêtes. Mais au fond, ce qu'il y a à délibérer politiquement, et c'est le droit qui le médiatise, c'est le fait de la contrainte. Et il y a liberté lorsque dans une communauté, à titre égal, on délibère sur les contraintes qu'on veut s'administrer collectivement pour vivre ensemble. Parce que vivre ensemble sans contrainte, on se doute que c'est difficile. Bon. Et donc, au fond, le droit qu'il s'agit de penser, me semble-t-il, ne doit surtout pas relever de l'idéal, mais relever de la responsabilité publique en tant qu'on en débat. On débat du droit, on débat de la façon dont il est établi, on débat des libellés des articles de loi et on débat de la façon dont le droit est interprété et de ceux qu'on choisit pour interpréter la loi. Et il serait intéressant qu'on revienne à la loi comme d'un cadre lisible. Qu'on n'ait pas besoin de ces armées d'avocats pour déchiffrer des codes, je veux dire, extrêmement complexes, et de distinguer très clairement les lois des règlements pour que même les citoyens puissent envisager de se représenter seuls devant les tribunaux. Bon, ainsi de suite. Donc, il y a des choses à penser qui sont importantes. Et à l'heure actuelle, moi, ce qui me fait vraiment peur, c'est qu'il y a d'une part peut-être une catégorie de citoyennes et de citoyens qui n'ont pas accès à la justice. C'est même le barreau qui le dit. Quand ce n'est pas des documents, des rapports mandatés par différents ministères de la justice eux-mêmes, Feu, Roderick McDonald, ou Pierre Leroux, ou Pierre Trudel sont des professeurs de droit au Québec qui ont beaucoup pensé l'accès à la justice en tant que des problématiques, en tant que des lacunaires. Mais ce qui me fait aussi peur, c'est la criminalité en cravate, le white collar crime. Un des articles fondamentaux du criminologue Edwin Sutherland sur la criminalité en cravate, c'est peut-être 1943 ou 1945, je ne me souviens plus, un des premiers, qui portait le titre « Is white collar crime crime ?» Est-ce que la criminalité à cravate est un crime? Et pourquoi parlait-il en ce sens quand on suit la réflexion sur la criminalité à cravate? C'est quoi, par définition, la criminalité à cravate, c'est celle qui est l'œuvre d'acteurs qui ont le pouvoir de sanctionner le crime ou d'établir les modalités par lesquelles on sanctionne le crime. Le criminalité à cravate, par définition, il échappe au droit parce qu'il est l'œuvre de ceux qui savent établir le droit pour y échapper. Donc, vous voyez, bon, c'est tout le phénomène des portes tournantes. Vous avez un investisseur dans le domaine minier qui est un grand administrateur, qui à un moment donné devient premier ministre, il en sort, il retourne dans le domaine minier, ainsi de suite. Bon, il fait partie de toute une corporation de gens capables de modéliser la loi de façon à ce qu'elle échappe à... Bon. Cela dit, et ce qui me fait peur dans tout ça, c'est qu'on perde de vue la nécessité qu'il y a néanmoins à instituer le lien social. Que c'est pas en se faisant justice soi-même ou en pensant qu'on peut se passer du droit comme référent anthropologique qu'on va avancer. Si on se lance dans cette voie-là, on est sûr d'aboutir à des logiques d'extrême droite dont une grande majorité vont souffrir, parce que ce sera la loi du plus fort. Bon. Je me permets de vous y référer avec Gabriela Commode. J'ai eu la chance d'interviewer dans la revue Liberté, qui est actuellement en kiosque,
anthropologue du droit, Étienne Leroy, qui parle du concept de judiciarisation. Il insiste sur le fait que la judiciarisation, c'est la catégorie générique dans laquelle le droit positif de type occidental n'est qu'une occurrence. Et qu'il y a des formes de droit, des formes d'organisation comme celle que vous évoquiez, à savoir que dans une communauté, la communauté noire, disiez-vous, on peut générer une instance, mais il faut qu'elle soit reconnue. Il ne faut pas que ce soit l'instance des uns contre les autres, ainsi de suite, mais l'idée c'est qu'on génère des instances qui sont fonctionnelles, et le syndicalisme étudiant est encore de cet ordre. Il s'agit d'un droit qui est reconnu, mais qui heureusement n'est pas encore sous la coupe du droit positif, qui est hautement manipulable par des acteurs oligarchiques intéressés et souvent pervers. Je vais faire ça vite, mais je vais parler très doucement. Pour faire plaisir à Cybèle, qui est partie parce qu'elle fait beaucoup d'argent. Concernant le projet de loi 639 qui veut, je le répète, punir très sévèrement, je pense que c'est pas aller jusqu'à 6 ans d'emprisonnement pour 10, ouais, pour la jouissance des infrastructures, jouissance normale des infrastructures, donc bloquer une route ou un pont par exemple, là t'empêches des gens de jouer, c'est pas fin. Évidemment, comme moi je suis pour les blocages de route et les blocages de pont, ça m'interpelle beaucoup. C'est inquiétant, évidemment, c'est une mauvaise nouvelle que cette loi soit en route. Par contre, nuance, je m'inquiète beaucoup plus de la façon dont la loi est interprétée que des lois elles-mêmes. Exemple bien facile, moi, quand j'étais étudiant au cégep, entre 2 détournements d'avion, parfois on allait occuper des bureaux du ministère, ou, etc. Et c'était toléré à l'époque. C'était vraiment toléré. On sortait d'une occupation qui avait duré 5, 6, 10, 12 heures, et puis parfois les policiers formaient une espèce de haie d'honneur et on sortait sans même qu'ils nous demandent nos papiers. Parfois ils nous demandaient nos papiers, on donnait notre nom, notre adresse, puis s'il n'y avait pas eu de feu à l'intérieur de l'édifice ou que rien n'avait pas été cassé, ce qui était généralement une règle d'or dans une occupation, de ne rien casser parce que tu t'en vas toi-même te mettre dans une souricière, eh bien, il n'y avait aucune répression à ce niveau-là. C'était toléré, littéralement. Et ce n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on envoie la cavalerie dans les bureaux du gouvernement, l'escouade anti-émeute, etc., etc. Comme on l'a vu au printemps 2012, il y a d'ailleurs eu très peu d'occupations, et c'est dommage parce qu'au Québec, les occupations, ça nous permet de manifester au chaud. Donc, je suis beaucoup plus inquiet de l'esprit de la loi que de cette loi précisément-là. Si on la met dans le contexte, c'est très inquiétant. Mais cette loi-là, ben, ils nous arrêtent de toute façon, ils vont continuer de le faire. Concernant le juridique, la responsabilité du juridique, évidemment, moi je suis pour l'autonomie des mouvements. Ça nous prend nos avocats à nous, qui ne seront pas payés trop cher, comme Cybèle, mais qui vont être solidaires de nos mouvements et de nos luttes. Concernant le droit idéal, très rapidement, j'ai compris un peu la question d'une autre façon que mes collègues. C'est peut-être tant mieux, on va aller dans un autre sens. Le droit idéal, effectivement, il y a plusieurs droits. Hein, et c'est vrai que c'est une question fondamentalement politique, celle de la contrainte. Quelle contrainte on se donne? Sans contrainte, il n'y a pas de vie en collectivité. C'est effectivement c'est un monde libertarien ou minarchiste, ou je ne sais trop. C'est la loi du plus fort. Et je vous dis ça, et je suis évidemment de sensibilité libertaire, comme certains le savent, donc ce n'est pas... il faut réfléchir à l'autorité. Sans une autorité qui serait autonomée, comme dirait, ou autofondée, comme dirait Castoriadis, qui n'est pas extérieure à la population elle-même. Donc on se donne nous-mêmes. Donc, quelques pistes de réflexion, mais vraiment très larges et théoriques. Premièrement, nos camarades amérindiens avaient une notion de la justice qui était très différente de la nôtre. Par exemple, on ne punissait pas le criminel, mais on réparait le crime. C'était la communauté entière qui était considérée comme responsable du lésement ou de la violence qui avait été faite envers un de ses membres. Donc, on couvrait la famille du défunt, par exemple, si ça avait été un meurtre, on couvrait la famille du défunt de cadeaux et de prières pour
pour se montrer solidaire d'elle. Et le criminel était presque de facto, culturellement en quelque sorte, sans qu'il y ait besoin de l'emprisonner ou de le châtier ou de le torturer, était exclu de la communauté jusqu'à nouvel ordre, jusqu'à ce qu'il ait démontré qu'il comprenait sa faute et qu'elle n'allait pas se reproduire. On avait aussi tout un traitement de la folie qui serait très intéressant à considérer aujourd'hui. Donc, c'est très loin de nous, mais tant mieux, hein, ça nous permet de mettre en tension nos principes de justice qu'on a ici. L'autre exemple que je voudrais vous donner, l'autre piste de réflexion, c'est grand-papy Marx. Karl Marx, je crois que dans la critique de la philosophie du droit de Hegel, parle d'un droit inégal. Hein? Donc, c'est excessivement scandaleux de nos jours d'entendre ça. Le droit égal, nous sommes tous égaux devant la loi de façon très, très abstraite. Marx dit c'est n'importe quoi. Il est très anarchiste, en fait, dans cette position-là. Ça nous prend un droit inégal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne traite pas tout le monde de la même manière. Le crime commis par un n'est pas équivalent chez un autre et les ressources de l'un ne sont pas équivalentes à celles de l'autre. Donc, il faut tenir compte, vous savez, la statue de la liberté, hein, avec son bandeau, la justice est aveugle, c'est une belle connerie. Il faut tenir compte des individus qu'on a devant nous. Il faut tenir compte de la subjectivité de ces gens-là, de leur passé, de leur présent et de leur avenir, si tant qu'ils en étaient. C'est des pistes très floues, mais je pense qu'il y a là matière à cogiter collectivement. C'est tout. C'était pas trop fort, n'est-ce pas? D'autres interventions? Je me lance. J'ai particulièrement lu votre propos, M. Drigo, auquel je me suis énormément identifiée parce que j'y suis allée en cours contre le système. J'ai pris ça comme beaucoup d'éducation parce que j'ai perdu, c'est sûr. J'ai tout compris ce que vous avez dit. C'est vraiment ça. C'est ce que vous avez dit, c'est vraiment ça. Et ceci dit, j'ai beaucoup aimé votre intervention, Mme Corradi, par rapport aux femmes autochtones surtout, par rapport au fait qu'il faut rendre en compte que d'autres personnes pensent différemment, et que c'est important qu'on sache ça parce que monsieur parlait d'une espèce d'évolution. Avant, c'était ça. C'est comme ça que ça devient mieux. Ça, c'est ce que j'avais à dire. Monsieur Cyr, vous qui avez tellement d'imagination,